Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur plein de domaines différents des pratiques ésotériques, mais aussi de manière générale sur la vie. C'est des questions que vous m'avez posées dans la petite boîte à questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'y suivez pas, n'hésitez pas à me rejoindre, vous aurez le lien en description sous la vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aliénor, j'ai créé Mystic Moon il y a plusieurs années maintenant et je partage autour des pratiques ésotériques, Mystic Moon, l'univers de la magie. Et donc on va se poser, il y a plein de questions, je vais essayer de répondre vraiment à un maximum dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Alors, j'ai pas organisé les questions par thématique, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel on me les a posées. Donc on va aller naviguer sur plusieurs thèmes différents, je pense que ça va être assez sympa. La première, c'est une question de Claire qui me demande s'il y a une formation, peu importe le domaine, que j'aimerais vraiment faire. Alors oui, il y en a une que j'aimerais vraiment faire et qui se rapporte à Mystic Moon et à ce que je fais. C'est un accompagnement pour certains rites de passage. En fait, je ne m'en parle pas vraiment publiquement, mais je célèbre des unions païennes. Donc, c'est-à-dire que je vais accompagner des personnes à s'unir dans une spiritualité païenne, donc un mariage païen, si vous préférez. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je crois que là, je vais faire ma 6e ou ma 7e, je sais plus trop. J'accompagne aussi, par exemple, sur des rites de passage, comme le passage à la retraite. On me l'a régulièrement demandé, les enfants, les petits-enfants, pour leurs parents ou grands-parents. C'est vrai que c'est des passages qui sont importants. Il y a d'autres passages où j'aimerais accompagner, par exemple dans l'âge adulte, ou par exemple encore suite à un décès. Et pour ça, je pense que j'ai besoin d'être un peu plus armée, si je peux dire, dans le sens où je pense qu'on n'accompagne pas uniquement dans l'aspect spirituel et rite et célébration, mais aussi dans l'aspect humain. Donc j'aimerais me former un peu plus là-dessus. Ça existe des formations de ce type, mais c'est souvent en Angleterre ou aux États-Unis. Donc c'est pour ça que ça traîne un peu de mon côté, mais j'y réfléchis très sérieusement. La prochaine question me demande si je travaille avec les animaux et si oui, comment. Alors oui et non, dans le sens où non, je travaille pas avec des animaux vivants, mais je pense explorer avec des esprits animaux dans mes pratiques ésotériques et spirituelles. Je peux considérer par exemple deux animaux avec qui j'ai beaucoup d'interactions dans l'invisible. Je pourrais un peu les considérer comme des guides, si je peux dire. Il y en a notamment un qui est tatoué sur mon bras, c'est le serpent, avec qui voilà, ça fait plusieurs années que ça s'est manifesté à moi, pardon, et il va m'accompagner sur certaines thématiques, notamment la mutation, la transmutation, la transformation, la guérison. J'ai un autre animal qui est très présent aussi dans ma vie, qui est le cervidé. Voilà, je le croise très régulièrement physiquement. Aussi, par exemple, j'ai beaucoup de bois de cerf, de chevreuil, de rennes, etc. que je trouve en forêt, comme ça. Des crânes aussi. C'est vraiment quelque chose qui est très présent, en fait, dans mes explorations de la nature et de l'invisible. Donc, je suis plutôt à l'écoute de leur sagesse et je vais faire appel à une forme de guidance. Euh, voilà, est-ce qu'on peut appeler ça un travail? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une forme de connexion, de communication, mais pas avec, par contre, des animaux vivants. Je pense que peut-être la personne pouvait penser à la communication animale ou ce genre de choses. Pas du tout en ce qui me concerne. La prochaine question, c'est comment connaître le nom de ces guides, par exemple des esprits animaux. Alors, c'est un grand sujet, les guides. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec ce thème. J'ai beaucoup évolué sur le sujet, j'ai beaucoup pris de recul. Donc déjà, moi, je travaille peu avec cette notion de guide. J'ai pas un guide ou des guides qui sont mes guides à moi et qui vont me suivre moi en particulier. Non, je pense que j'ai connecté avec de l'invisible et du vivant et je fais en sorte de nourrir ces relations en les honorant, en laissant le bran, en étant à l'écoute. Mais voilà, je ne vais pas forcément coller l'étiquette de guide. Et moi, personnellement, je ne ressens pas du tout le besoin. Imaginons qu'il y avait un invisible particulier ou voilà, une connexion plus particulière. Je ne me sens pas la nécessité de donner un nom. Les êtres humains, on se nomme, c'est vrai, on se donne un nom. Est-ce que c'est le cas pour cet invisible ou même dans la nature? Je pense pas, en tout cas j'ai pas le sentiment, donc moi j'en ressens vraiment pas le besoin. Du coup j'ai pas du tout exploré ce thème. Je sais qu'il y en a qui le font, donc n'hésitez pas peut-être à aller vous renseigner là-dessus, mais je vais pas être la bonne personne pour ça.
Ensuite, on me demande comment faire une méditation consciente, c'est-à-dire sans être endormi. Super intéressant. Alors on a vraiment, enfin il y a plusieurs teams dans la méditation, mais on a la team qui va avoir beaucoup de mal à calmer son esprit, où ça va être difficile de se sentir en pleine conscience dans une méditation. Et c'est là où du coup la méditation a tout son intérêt, c'est que du coup ça va nous aider justement à calmer le flot des pensées notamment. Et puis on a la team qui va s'endormir très très vite, donc qui va se sentir très détendue et qui va partir en endormissement. Il est vrai que la méditation, souvent, c'est pas son objectif. Il y a des méditations pour aider à s'endormir, mais il y a aussi plein de méditations qui sont là pour être ancrées dans l'instant présent ou pour être dans cette pleine conscience, du coup. Et c'est vrai que si on s'endort, on passe un peu à côté du bénéfice de ce type de méditation, en tout cas. Moi, ce que je pense que ça peut être le moment de la journée qui va beaucoup jouer. C'est-à-dire que si tu fais ça le matin au réveil ou le soir avant d'aller te coucher, c'est des moments où tu as envie de dormir ou juste après manger où tu es en pleine digestion. Donc c'est pas les moments les plus peut-être appropriés si tu t'endors facilement. L'idée ce serait dans un moment où tu es justement plutôt bien réveillé, bien éveillé, où tu te sens avec une belle énergie, où du coup ce sera peut-être plus simple de traverser la méditation. Après je t'invite du coup à mettre des choses en place peut-être physiquement aussi, d'être assis avec le dos droit, donc voilà, de pas faire des méditations allongées, de pas faire des méditations dans un fauteuil tout confort, mais d'essayer par exemple d'être contre un mur pour vraiment être voilà, dans une certaine posture qui va t'aider en fait à rester éveillé. Et peut-être si tu t'accompagnes de musique, peut-être une musique un peu plus dynamique. Si tu t'accompagnes de personnes qui parlent, essaye d'avoir des voix qui sont un peu plus dynamiques aussi et qui sont pas un peu sous un peu effet hypnose et qui vont plus facilement t'endormir. J'espère que j'aurais pu aider. Il y a plein de questions auxquelles je ne peux pas répondre et du coup je trouve intéressant d'en parler quand même parce que ça vous montre sur quel thème j'ai des choses à partager et puis sur les thèmes où moins ou pas. Par exemple, j'ai beaucoup de questions sur les vies antérieures. Alors sachez que je ne crois pas aux vies antérieures et j'ai aucun souci avec le fait que des personnes y croient et je ne le juge pas, mais moi je n'y crois pas, ni aux vies antérieures ni à la vie après la mort. Je sais que ça peut paraître étrange quand on est spirituel, mais pour moi, ma spiritualité, je l'incarne vraiment dans le présent et je crois que je suis un être vivant qui fait partie d'un écosystème qui naît et puis va mourir et va renaître certes, mais pas sous une autre forme vivante, mais je vais aller retourner à la terre et nourrir la terre comme elle m'a nourri toute ma vie et du coup ça lui permettra de faire naître des fruits, des fleurs, de la vie sur terre. Donc c'est comme ça que je vois ma renaissance après ma mort. Donc du coup voilà, je ne crois ni aux vies antérieures ni à la vie après la mort. C'est un très gros sujet qui prendrait beaucoup de temps à traiter. J'en traite notamment un peu dans mon programme Magie des cycles si ça vous intéresse. Et donc, je vais passer à la question suivante. Alors, la prochaine question, c'est pourquoi attribuer l'élément eau à l'ouest et non au nord? Alors, c'est peut-être une personne qui a déjà pratiqué des rituels avec moi, et donc, en effet, à chaque point cardinal, j'associe un élément. Et souvent, du coup, quand je vais créer mon espace sacré en forme de cercle, je vais inviter les points cardinaux et associer à une saison et un élément. Et donc, j'associe l'ouest à l'élément eau. Alors, je ne sais pas dans quelle tradition on associe l'ouest au nord. L'eau au nord, pardon, ça m'intéresserait, n'hésite pas à me dire en commentaire sous la vidéo si tu la regardes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de variantes en fonction des traditions et des cultures sur les autres points cardinaux. Par exemple, au nord, on va retrouver parfois la terre, parfois l'air, au sud, on va retrouver parfois le feu, parfois la terre, à l'est, on va parfois retrouver l'air ou le feu, mais c'est vrai qu'à l'ouest, dans toutes les traditions que j'ai pu voir, c'est toujours l'eau qui est associée. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est juste que je ne les ai pas croisés tout simplement. Donc pourquoi moi j'associe l'ouest à l'eau? C'est tout simplement parce que à l'ouest, on va souvent considérer que c'est le point cardinal du passage des âmes, du passage vers l'au-delà. Et dans beaucoup de cultures et traditions, c'est l'eau qui vient accompagner, qui vient faire ce passage des âmes. Je vais aussi associer l'ouest à l'automne, et l'automne je l'associe également à l'eau parce que ça va être les pluies automnales et pareil l'automne c'est le moment où le voile est au plus fin avec l'invisible et du coup le passage aussi dans l'au-delà. Donc il y a une espèce de plein de correspondances qui me paraissent hyper cohérentes et c'est pour ça que j'associe l'ouest à l'eau. Ça veut pas dire que vous devez tous le faire évidemment, essayez en fait d'y mettre de la cohérence et du sens ou de vous appuyer sur des traditions et des cultures que vous connaissez et qui sont dans votre environnement, dans votre culture ou sur votre territoire. On me demande ce que je pense des soins énergétiques.
C'est une super question et j'avoue que c'est vraiment pas facile à répondre parce que y a beaucoup de dérives sur ces sujets. Moi, j'ai été formée à des types de soins énergétiques avec la méthode qui s'appelle Jinshin Jitsu, qui est une méthode qui est pas très connue. C'est une méthode japonaise que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez terre à terre pour le coup, je trouve, même si ça reste de l'ordre de la croyance et du subtil, puisque ça reste un soin énergétique. J'aime pas bien toute la dimension que ça prend et de ce que je peux voir le plus souvent où on va proposer de guérir des maladies physiques ou mentales à travers des soins énergétiques. Je pense que c'est extrêmement dangereux et problématique. Si je suis malade mentalement ou physiquement, je vais au médecin, je vais chez le médecin et c'est un professionnel de la santé qui va m'accompagner. Par contre, je considère que parfois, ça ne va pas me suffire à moi. Ça peut suffire à plein de personnes, mais à d'autres, ça ne va pas forcément suffire. Et si je ne vais pas chercher la guérison dans des soins énergétiques, je vais aller chercher un support supplémentaire, un soutien. Je vais aller chercher une démarche dite, on va dire, un peu plus holistique. On va aller explorer plus mon invisible et du coup des choses auxquelles je crois moi. Mais j'ai tout à fait conscience que ça reste une croyance, qu'il n'y a aucune vérité sur ces sujets-là, et donc il faut vraiment prendre du recul. Il faut vraiment le voir comme un petit bonus, un petit plus qui va être potentiellement un soutien, mais ça sera jamais la solution. Et je pense que c'est ça un petit peu la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher très souvent dans les soins énergétiques une solution. Il n'y a pas de solution avérée dans les soins énergétiques, donc il faut vraiment prendre du recul avec ça. C'est pour ça aussi que j'en propose beaucoup moins, que j'en parle beaucoup moins, parce que y a une attente en fait du public qui n'est pour moi pas adéquate avec mes valeurs et avec ce que je veux faire. J'ai des personnes dans des conditions physiques et mentales qui sont à plusieurs reprises venues à moi pour des soins énergétiques, et en fait je me retrouvais sincèrement à refuser 95% des personnes qui venaient à moi. Donc au bout d'un moment, c'était un peu lourd de devoir à chaque fois expliquer pourquoi la personne, pour moi, dans ma manière de voir les choses, n'avait pas la bonne démarche et que du coup je ne pouvais pas l'accepter. Parfois, je m'en suis voulu parce que la personne, je sentais qu'elle comprenait pas, mais elle insistait en me faisant croire qu'elle comprenait pour que je puisse lui faire ce soin. Et derrière, il y a forcément, forcément, ça se passe pas bien, ni pour la personne, ni pour moi. Donc, moi, personnellement, j'ai mis ça en pause. Je dis pas que j'y reviendrai jamais, mais je pense qu'il y a besoin de beaucoup déconstruire sur ces sujets et de sortir de fausses croyances qui sont pour moi assez néfastes. Une question qui revient très souvent, comment est-ce que j'ai développé mes dons et comment savoir quel don est en nous? Alors, je vais répondre à cette question en disant qu'il n'y a pas de don. Pour moi, ça n'existe pas. Personne n'a de don dans ce domaine-là, mais je dirais même dans aucun domaine. Cette notion de don, c'est quelque chose qui nous serait donné, soit de manière divine, soit de manière de transmission par les gènes ou l'ADN, ou je sais pas, je n'y crois pas. Je pense que par contre, on peut avoir des facilités. Et donc, il faut que tu ailles regarder là où pour toi, tu as des facilités, des choses qui sont plus évidentes, plus faciles à mettre en place. Ces facilités, elles viennent d'où? Elles peuvent venir de ton éducation, de tes privilèges, de ton contexte social, culturel, de tes expériences de vie, de ta personnalité, voilà, de comment tu as évolué dans ta vie. Donc tu peux avoir des facilités. Moi, par exemple, j'ai pas de don, mais alors pas du tout. Par contre, j'ai des facilités sur certaines choses. Par exemple, je suis quelqu'un qui est très méthodique, très rigoureux, très patient, très persévérant. Donc du coup, dans les pratiques ésotériques, j'ai vraiment amené de la logique, de la cohérence, un cadre qui pour moi est concret et qui permet en fait de le transmettre beaucoup plus facilement aux autres. Parce que c'est méthodique, parce que c'est pédagogique, parce que c'est concret, parce que c'est cohérent. Donc mon expérience à moi et celle des autres est facilitée, on va dire, à ceux à qui je le transmets. Voilà, je vais avoir une facilité de transmission. Ça, je pense que c'est une capacité que j'ai développée de par plein d'expériences de vie et de par mes anciens métiers, mon éducation, etc. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir des facilités sur d'autres domaines. Donc, regarde en fait où sont tes compétences. C'est plus des compétences en fait, c'est pas des dons. Tu as des compétences que tu vas pouvoir développer plus facilement que les autres. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir là où tu en as moins, parce que c'est là où tu vas apprendre beaucoup aussi. C'est-à-dire que c'est bien d'aller vers ce qu'on maîtrise un peu plus, de rester dans une zone de confort qui va nous permettre de nous développer, de nous épanouir dans quelque chose qu'on maîtrise, mais c'est surtout intéressant d'aller explorer aussi des choses qu'on maîtrise moins. Et moi, c'est ça en fait qui me plaît dans les pratiques ésotériques. C'est pas d'aller ce vers quoi je suis hyper à l'aise et ou que je maîtrise et ou que je connais parfaitement.
c'est aussi et surtout aller vers des choses qui vont me faire découvrir d'autres facettes de moi, d'autres facettes de mon environnement. Donc, dans ces pratiques-là, on n'est pas toujours dans sa zone de confort. C'est pas toujours une évidence, loin de là. Mais je trouve, en tout cas, que c'est ici que c'est la zone d'apprentissage la plus intéressante, d'exploration la plus inspirante. Et voilà, donc moi je vais plutôt aller, du coup j'ai beaucoup exploré les états de conscience modifiés, tout ce qui va être aussi introspection, des choses qui sont pas évidentes pour moi de base, qui sont pas faciles. C'est là aussi où j'ai beaucoup bossé, sur tout ce qui va être aussi création manuelle. C'est des choses voilà, où je suis pas douée de base, où j'ai pas de facilité. Mais c'est là où du coup j'ai beaucoup appris. Voilà, j'espère que j'ai pu aider aussi. Ensuite, c'est pas une question, mais c'est une remarque qui m'a été partagée et que j'avais aussi envie de vous partager et vous dire un peu ce que j'en pense. C'est Alice qui demande, qui dit plutôt qu'on parle beaucoup de l'importance de la voix en magie, mais moi j'aimerais approfondir la place de l'écriture en magie. C'est assez marrant parce que moi je le perçois pas comme ça. Donc je pense que ça dépend aussi dans quelle sphère on évolue. J'ai l'impression que à l'inverse, l'écriture est très présente. Écrire ses intentions, écrire des incantations, écrire des poèmes, enfin voilà, on va écrire beaucoup de choses. Mais justement, très souvent, je trouve que dans les rituels, les célébrations, les personnes ont beaucoup de difficultés à parler à voix haute, à prendre sa place par la voix, à chanter, à s'exprimer en fait à voix haute. Moi, en tout cas, toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit sur magie saisonnière, en retraite, en atelier, prendre la parole et utiliser sa voix, c'est souvent quelque chose qui est très difficile. Par contre, le journaling, l'écriture, les grimoires et compagnie, ça, c'est beaucoup plus simple en général. Donc, c'est assez intéressant parce que je pense que ça dépend peut-être de ton contexte et avec qui tu échanges. Cependant, je pense que les deux sont hyper complémentaires et hyper importants. Je pense que l'écriture va te permettre en fait de pouvoir exprimer des choses qui sont en toi, de ta pensée, qui va être difficile de dire de manière, on va dire, intuitive comme ça à voix haute. Tu vas avoir en fait un déroulé en fait de pensée qui va être très intéressant par l'écriture. Et le fait de t'exprimer à l'oral va te permettre en fait aussi de pouvoir prendre ta place dans l'écosystème de la magie et de pouvoir exprimer ton pouvoir, exprimer tes intentions, etc. Et je trouve que les deux sont hyper complémentaires. C'est quelque chose que d'ailleurs je vais vous partager dans quelques temps. Je suis en plein dans la création d'un programme en ce moment. C'est une question d'ailleurs qui m'a été pas mal posée. C'est quoi le prochain programme? J'en ai un peu parlé sur Instagram. Il s'appelle Magie et énergie. C'est un programme qui va être très très fort parce qu'on va vraiment aller dans les profondeurs de la source de la magie avec l'énergie. Mais j'ai aussi envie de vous proposer quelque chose sur l'écriture. Vous verrez, mais c'est pas pour maintenant parce qu'il faut déjà que je finisse celui-ci. Mais sinon, oui, je suis d'accord. L'écriture est tout aussi importante que la prise de parole, et notamment dans beaucoup de traditions et de pratiques. Moi, je sais que chez les Nordiques, la poésie est vraiment centrale, mais on peut retrouver ça aussi notamment chez les Celtes et dans plein d'autres traditions. Pratiques ésotériques et religions, l'écriture est centrale. Donc ouais, moi je trouve qu'on en parle beaucoup pour le coup. La prochaine question, c'est de savoir, pour moi, la pratique quotidienne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe pour moi au quotidien dans ma pratique? Alors pour moi, ça va dépendre en fait quel type de pratique. Est-ce que c'est une pratique magique ou est-ce que c'est une pratique spirituelle? Concernant une pratique magique, je vais pas avoir des pratiques de magie au quotidien parce que je vais faire de la magie quand j'en ai besoin et en lien avec le cycle le plus souvent. Donc je vais avoir des pratiques magiques tous les mois en lien avec la nouvelle lune, la pleine lune, donc 2 fois par mois. Parfois premier quartier, dernier quartier, et quand il y a un sabbat, donc une saison 8 fois par an. C'est à peu près dans ces zones-là que je vais faire de la magie. Je vais en fait profiter de ces moments-là pour faire une pratique magique. Après, il y a ma spiritualité, et là, en effet, c'est quelque chose qui est de l'ordre du quotidien. Pourquoi? Parce qu'une spiritualité, c'est plus qu'une croyance ou plus qu'une foi, c'est pour moi aussi un mode de vie et un mode de pensée. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite dans ma spiritualité au quotidien, comme n'importe qui a une foi. C'est pas, voilà, c'est impossible de répondre à certaines formes d'exigences que je pourrais avoir vis-à-vis de ma spiritualité. Mais ça va passer, par exemple, comme je disais, par mon mode de vie, donc le fait déjà d'être très souvent en nature. Je passe beaucoup de temps en nature, je passe beaucoup de temps en forêt. J'aime en fait aller prendre un peu la température de la nature, voir comment elle évolue, pour m'y connecter, pour m'y relier, pour nourrir le lien. Je vais aussi avoir des temps de recueillement à mon hôtel, que ce soit pour prier, pour faire des offrandes, pour juste être en présence. Ça peut être des moments de méditation, ça peut être aussi parfois
tout ce qui va être lié à des créations manuelles pour pouvoir représenter des choses, pour pouvoir les honorer, pour pouvoir exprimer. Ça peut être voilà, sur plein d'aspects, on va dire, créatifs, mais ça va être aussi dans mes choix de vie, que ce soit des choix de consommation, que ce soit dans comment je vais être en interaction avec les autres, dans mes relations. Je vais avoir certaines valeurs, certaines morales qui sont liées à ma spiritualité. Tu l'as dans beaucoup de religions païennes et traditions. Par exemple, chez les Nordiques, il y a beaucoup de valeurs qui sont normalement à respecter, que ce soit en lien avec les autres ou avec la nature. Donc voilà, c'est plus ma spiritualité qui va vraiment toucher plein de choses. Pareil, ça pourrait être une vidéo entière sur un certain mode de vie, une façon de penser, une façon d'être avec soi, avec les autres, avec le vivant qui nous entoure, comme je disais, des choix de consommation, voilà, sur plein de choses. Et comment aussi ça va se manifester dans des petites choses du quotidien, à travers la cuisine, à travers les sorties en nature, de la créativité, voilà. C'est un peu l'idée. Autre question, c'est quelles sont toutes les formes de magie que j'ai testées. On prend bien le terme tester. Ça veut dire que c'est pas forcément des pratiques magiques que je maîtrise. De toute façon, j'en maîtrise aucune en soi, mais avec lesquelles vraiment j'ai une pratique avec de l'expérience sur la durée et que voilà, que je me sens à l'aise avec ces pratiques-là et que je peux même transmettre ces pratiques-là. Donc, il y a plein de formes de magie que j'ai testées parce que ça fait 14 ans, ouais, ça fait faire 14 ans que je pratique là. Donc forcément, j'ai eu l'occasion d'en tester plein. Par curiosité, par envie de tester, etc. Mais au quotidien, j'en utilise pas tant que ça, en fait. Donc, on va prendre pratique magique et puis magie cérémonielle / paganisme. Donc, j'ai pu expérimenter avec la magie des éléments, la magie des nœuds, la magie des plantes, la magie des arbres, la magie des cycles, forcément, la magie nordique, la magie runique. J'ai déjà fait des célébrations avec des groupes Asatru, donc paganisme nordique. J'ai fait l'initiation bardique chez les druides. J'ai testé aussi des rituels en Kabbale, en magie du chaos, en Golden Dawn. Donc magie cérémonielle, on va dire, de manière générale. Magie des poupées. Magie dans la cuisine. C'est déjà... je sais qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est celles qui me viennent là en tête le plus, en tout cas. Si toutes les pratiques avec les égrégores, les états de conscience modifiés, aussi, avec des symboles sacrés, comme le pentagramme, par exemple. Ouais, je pense qu'on est déjà... franchement, je pense que j'en oublie. Mais voilà un peu tout ce que j'ai testé, en gros, dans mes pratiques. On me demande si j'ai fait des rencontres avec des entités divinités. Je sais pas si on peut dire rencontre, mais en tout cas je le vois pas comme ça, c'est-à-dire que je me dis pas j'ai rencontré une entité ou une divinité, mais on va dire que j'ai tenté de créer un lien, une connexion et de nourrir ce lien. Oui, c'est pas quelque chose qui est... Parfois j'ai le sentiment que ça venait à moi, mais est-ce que c'est une question d'ego, je sais pas en fait. En tout cas, il y a parfois où j'ai senti que ça venait à moi, et puis très souvent c'est moi qui allais vers ça. Des divinités, au tout départ, j'ai eu une accroche particulière avec deux divinités celtes qui sont le dieu Cornu, Carnunos, et puis Danu, Dana. Et puis ensuite, ça a été très vite aussi en paganisme, dirigé vers le paganisme nordique, avec des divinités comme par exemple Freya, Sif, Er, Thor, Odin. Elle aussi. Voilà, tout le panthéon nordique, de toute façon, de manière générale, m'intéresse beaucoup. En termes d'entités aussi, ça va être des entités de la nature essentiellement, donc beaucoup avec les éléments, mais aussi avec des arbres. Voilà, beaucoup d'exploration et de connexion avec des entités arbres. Ouais, on va dire que c'est à peu près ça. Mais voilà, c'est plus quelque chose... c'est pas une illumination ou quelque chose qui est arrivé d'un coup, d'un seul, c'est des petits pas par petits pas. C'est vrai que j'ai le sentiment, quand on parle de guide, rencontre avec des divinités, des dons, qu'il y a une illumination qui m'est venue et que du jour au lendemain, voilà, c'était une évidence totale. Pour ma part, pas du tout. Ça a été un long apprentissage, petit pas par petit pas. Et ce que je vous disais,
c'est une de mes capacités, de mes facilités, c'est la persévérance et la patience, la rigueur dans ma pratique, et c'est comme ça que les choses sont arrivées dans ma pratique. Ça s'est pas fait du tout naturellement, facilement, et je pense que c'est important de comprendre que je pense que la plupart des expériences vont s'assimiler à la mienne, et qu'il y a peu de personnes qui vivent des grandes illuminations et des choses un peu miraculeuses, si je peux dire. Ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai encore quelques questions qui sont super intéressantes sur la Suède, sur le New Age, sur la magie du foyer, sur l'initiation. Donc on va finir avec ces questions-là parce que j'ai vraiment envie d'y répondre. J'ai une question sur comment je décris ma vie en Suède et mon parcours depuis que j'y suis. Je dirais que harmonie, paix, sérénité, nature correspondrait bien à ma vie en Suède. Après, il y a aussi plein de difficultés liées notamment aux aspects financiers. La vie en Suède est extrêmement chère. Voilà, on n'a pas des grands salaires, loin de là. On n'est pas à plaindre non plus, loin de là. Mais du coup, voilà, on a une vie, on va dire que ça serait plus facile financièrement en France, très honnêtement. Donc on a cette difficulté. On a ce truc-là qui est moins évident, mais qui n'est pas non plus dramatique, loin de là. Et sinon, c'est de la nature partout, tout le temps. Il y a des étendues de nature incroyables en Suède qu'il n'y a plus en France depuis bien longtemps, et en Europe en général d'ailleurs. Voilà, il y a les plus grandes étendues de forêt, c'est en Suède. Le plus de lacs dans un même pays, c'est en Suède. On a beaucoup de chance, quoi. On est entouré de beaucoup de nature. Et la vie ici est très posée. Les gens sont très calmes, sont très posés, sont très respectueux de l'esprit de communauté, etc. Donc voilà, beaucoup de paix et beaucoup de sérénité. C'est impossible pour moi aujourd'hui de me projeter à vivre ailleurs. Ça va faire 6 ans, 7 ans que je vis ici, et je m'imagine pas vivre ailleurs aujourd'hui. Ne jamais dire jamais, peut-être que ça changera, mais en tout cas, il n'y a pas une seule seconde, même pas une demi-seconde où j'ai eu envie de partir de la Suède depuis que j'y suis. Donc c'est une vie qui me convient vraiment, et avec laquelle je me sens bien. Voilà, on est vraiment... En Suède, je trouve qu'on est vraiment focus sur des essentiels qui me correspondent plus, qui sont la vie de famille, donc avec mon chéri et puis maintenant mon petit chien, la vie de famille, la connexion avec la nature, profiter de la vie, tout en respectant les autres, en respectant la nature. Voilà, beaucoup de valeurs et de façons de vivre qui me correspondent vraiment. Et on me demandait aussi mon parcours depuis que j'y suis. Je ne saurais pas trop quoi dire. En fait, on a pas mal bougé. En effet, on a pas mal déménagé depuis qu'on est là. Là, ça va faire bientôt... non, pas bientôt, mais au mois de juillet, ça fera 1 an qu'on est dans cette maison. Et dans cette région, on y est très, 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 très heureux, très épanoui. Enfin, j'ai toujours été heureuse en Suède, mais là, je suis vraiment très heureuse. Donc, mon parcours, ça a été de positif en positif, d'expérience transformatrice en expérience transformatrice. Ça a été, revenir à des essentiels, comme je disais. C'est un parcours avec beaucoup de positif, en fait. Beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur. Voilà, qui m'a ramené à des choses simples de la vie, mais qui sont importantes. Donc, très heureuse de mon parcours. Après, dans le détail, ce serait trop long. Ensuite, j'ai la question comment j'ai réussi à faire de ma maison un foyer, d'autant plus que tu as pas mal bougé, je crois. Oui, j'ai beaucoup déménagé. Vraiment, le sentiment de foyer, donc en fait, je pense que ta question, c'est comment j'ai créé un lien, comment je nourris le lien avec le lieu dans lequel je vis. Je l'ai toujours fait un peu dans mes maisons précédentes, mais dans celle-ci, ça a été vraiment une très grande évidence, et ça a été très fort et très beau tout de suite. Il y a quelque chose de... Je le sens rien que d'en parler, il y a vraiment un cocon chaleureux et d'amour. Déjà parce que dans les autres foyers, j'y avais laissé rentrer des personnes avec qui, aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pas dû les laisser intégrer l'énergie de mon foyer et mon intimité. Donc j'apprends aussi beaucoup de ça, et je comprends aujourd'hui pourquoi en Suède tu rentres pas chez les gens comme ça facilement. En fait, ils préservent beaucoup leur intérieur, et c'est ce que j'ai fait depuis que je suis ici. Je préserve beaucoup mon intérieur, ma maison, et je nourris beaucoup le lien à ma maison, notamment à travers une plante qui est un lierre
qui s'est vraiment étendu, qui matérialise, qui symbolise le lien à ma maison. J'ai fait des vidéos, des vlogs où je vous montre tout ça au début de mon arrivée ici. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse, donc je vais pas vraiment revenir dessus. Mais ouais, je communique beaucoup, je lui parle beaucoup, je prends soin d'elle. Quand Comet est arrivé, je dis voilà, c'est un nouveau membre de la famille, je l'intègre au foyer, je ritualise beaucoup autour de ça. Quand Yeva est partie aussi, vraiment, j'intègre en fait ma maison, mon foyer, à tout ce qui m'arrive, à toutes mes étapes de vie, et on le vit ensemble en fait. Je la considère en fait comme un membre à part entière de ma famille, et c'est ça qui fait que je trouve que ça fonctionne. C'est de nourrir ce lien, c'est de le considérer et d'en prendre soin, tout simplement. Il ne reste plus que 2 questions. L'avant-dernière, comment s'initier si on n'y connaît rien du tout mais que l'on est très intéressé? C'est une vraie question que je comprends tout à fait. J'ai pas vraiment de réponse parce que initier à quoi? Parce qu'il y a tellement de pratiques différentes. Si tu veux t'initier au magnétisme, aux soins énergétiques, à la divination, au paganisme nordique, à l'hellénisme, à la haute magie, à la magie cérémonielle, à la magie des campagnes, à la sorcellerie, c'est extrêmement différent. Chaque pratique est associée à des cultures, à des traditions, à des codifications, à des croyances, et sont très différentes. Et c'est en ça que c'est un petit peu compliqué de te dire, bah voilà comment tu peux t'initier, parce qu'en fonction des pratiques, ça va être extrêmement différent. Je vais faire un parallèle un peu douteux, mais c'est juste pour que vous compreniez, c'est comme si on me demandait par quoi je dois commencer pour m'initier au sport. Enfin, les sports, c'est quand même très large, quoi. C'est-à-dire que si tu fais de la natation, de la course à pied, du ski, j'en sais rien, du football, enfin, c'est pas du tout la même chose. Je vais pas du tout t'accompagner de la même manière si tu fais de la natation ou si tu fais du foot. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, si tu poses ce type de question, c'est qu'a priori, tu ne sais pas quoi faire. Et donc, si tu ne sais pas quoi faire, pour moi, la question, c'est pourquoi tu t'intéresses à ça, et d'aller explorer tout ce que je viens d'exprimer là. Qu'est-ce que c'est que la magie par rapport à la sorcellerie, par rapport au paganisme? Il y a une conférence gratuite qui est dispo sur mon site dans la Mystic Academy qui vous explique la différence entre les trois, si déjà ça peut vous aider. J'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai fait beaucoup de vidéos sur plein de pratiques différentes. Je t'invite à te renseigner sur ces pratiques-là en général pour voir s'il y en a une qui t'intéresse plus qu'une autre et de creuser ce sujet. Parce que en fonction de ça, ton initiation ne va pas du tout être la même, comme je disais. Te poser la question du pourquoi tu veux pratiquer. Que ce soit la sorcellerie des campagnes françaises, que ce soit la magie runique ou que ce soit le paganisme, l'hellénisme, il va falloir que tu te questionnes en fait sur pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est juste par nourrir ma curiosité? Dans ces cas-là, c'est peut-être pas de la pratique, c'est plus de la lecture et de la découverte, ou parce que vraiment je sens que ça résonne avec une foi, ça résonne avec un désir, avec un besoin. Quel est-il? Parce qu'en fonction de ça aussi, tu vas pas du tout t'initier de la même manière. Donc je peux pas vraiment répondre à cette question parce que c'est comme si tu me demandais comment commencer le sport. Bah en fait, quel sport? Et là, tu vois, à partir de là, on peut discuter quoi. J'ai une dernière question qui est hyper importante, je l'ai mis tout à la fin parce que je ne sais pas vraiment comment la traiter et je vais vous expliquer pourquoi. On m'a demandé comment reconnaître des pratiques New Age, parce que c'est comment toi tu fais en fait pour te rendre compte que c'est du New Age et t'en écarter. C'est une vraie question qui demanderait vraiment qu'on la traite sérieusement, et en fait je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de difficultés à le traiter ce sujet, parce que dès que j'évoque un peu le sujet, je suis avec des personnes qui comprennent qu'est-ce que c'est que le New Age et toutes les dérives qui y sont liées et toutes les problématiques qui y sont liées, eh bien la discussion va forcément se faire très facilement. Mais le but aussi, c'est potentiellement de faire prendre conscience à d'autres qui ne le comprennent pas encore aujourd'hui pourquoi c'est problématique. Sauf que souvent ces personnes sont sous emprise, parce que le New Age, c'est beaucoup de dérives et beaucoup d'emprise. Et quand tu es sous emprise, c'est très difficile de l'entendre et du coup tu vas être en réaction assez violente. Et j'ai pas envie en fait de devoir gérer des personnes qui sont en réactivité et rentrent dans la violence avec moi, parce que c'est forcément ce qui va arriver si j'en fais une vidéo par exemple, dans les commentaires notamment. Et j'avoue que je sais pas si j'ai des épaules pour pouvoir gérer ça quoi. Mais je pense que c'est important de vous renseigner sur ce que c'est le New Age en dehors de la sphère du New Age. Allez voir ce qui se dit. Il y a plein d'articles sur internet qui en parlent. La problématique du New Age, c'est qu'en fait, déjà, allez voir la définition, qu'est-ce que c'est? C'est un joyeux mélange de plein de cultures et traditions. C'est des occidentaux, des blancs qui ont pris, hop, ce qui les arrangeait, qui ont tout mélangé, voilà, et bim, ça fait quelque chose, ça fait des chocs à pic. Et en fait, au-delà que, du coup, il y a de l'appropriation culturelle,
Il y a aussi des dérives, c'est beaucoup une notion de responsabilité individuelle, de culpabilité individuelle, liée à des thèmes comme la méritocratie, comme le libéralisme. Ça va aussi être beaucoup sur des croyances qui sont érigées comme des vérités, qui vont aller vers des discours qui sont extrêmement dangereux. Notamment dans le New Age, on a pu voir des personnes qui te disent que si tu es dans cette vie-là aujourd'hui, c'est de ta faute, c'est de ta responsabilité parce que tu ne vibres pas assez bien avec les énergies, que tu n'as pas besoin de prendre tel médicament ou tel vaccin parce que si tu vibres assez haut en énergie, tu ne tomberas pas malade. Donc c'est extrêmement dangereux, extrêmement violent. On va te dire aussi qu'il faut suivre exactement ça. Donc très souvent, ça vient te voler ton libre arbitre parce qu'il va falloir suivre un espèce de protocole. Pour pouvoir vivre ta meilleure vie et que si tu ne le suis pas, eh ben, ta vie va être horrible. Donc tu es obligé d'être toujours en lien avec des personnes qui vont t'accompagner dans ce processus. Donc il y a une forme d'emprise. On te coupe beaucoup de ton libre arbitre et on te met toute la responsabilité sur toi. Sans parler de toute l'appropriation culturelle qu'il y a autour de ces pratiques. C'est vraiment hyper problématique et il faut vraiment le traiter sérieusement. J'espère avoir le courage de le faire un jour, mais je vous conseille de vous renseigner en dehors de la sphère ésotérique sur qu'est-ce que c'est que le New Age. Je pense que ça va vous permettre de vous aider, j'espère, à identifier un peu plus quel est le problème. De manière générale, sans même parler que de New Age, à partir du moment où vous ne pouvez pas remettre en question, parce que ça je ne l'ai pas vu que dans le New Age évidemment, c'est pour ça que j'ai pas continué dans certaines religions païennes, hein, parce que tu ne peux pas poser de questions, tu peux pas le remettre en question, tu n'as peu ou pas de libre arbitre. Voilà, tu ne peux pas faire en fonction de tes besoins et de ton cas particulier. Tout ça est problématique de toute manière. Voilà. Eh ben, écoutez, il y avait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de questions sur aussi les projets Mystic Moon, etc. Mais je pense que vous allez les découvrir au fil du temps. J'en avais déjà parlé dans un précédent live qui, je pense, est dispo en replay. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'elle doit être déjà bien longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour pouvoir suivre les autres vidéos à venir. Merci de tout cœur, et puis à bientôt sur Mystic Moon.